Pas si on chine avec un À la café. bonne mais- vôtre, écoute, pourquoi pas. On partage les guêpes. Salut Chris, Salut, ça va? comment ça va? Super. Comment tu as commencé à devenir ingé son? Tu as joué d'abord dans X-Vision. Comment tu as fait la transition entre X-Vision, guitariste du groupe, à ingé son? Alors en gros, j'ai commencé, donc je jouais dans le groupe et j'ai commencé à m'intéresser tout doucement à ça en enregistrant le premier album du groupe. Où finalement, à l'époque, je savais pas faire grand chose, mais dans le son en tout cas. Mais bon, j'étais là un petit peu à toutes les étapes de l'enregistrement, particulièrement au mixage qu'on avait fait avec Stéphane Burier à l'époque. Donc je l'ai regardé un peu mixer, puis j'ai commencé à récupérer un peu les pistes pour m'entraîner à la maison avec mon Cubase puis voilà, puis au fur et à mesure j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à ça, enregistrer les groupes des copains, des groupes du coin, etc. Puis à commencer à leur faire un peu le son sur les petits concerts dans les bars, jusqu'à ce que finalement ça devienne des vrais concerts dans des vraies salles, et puis que je fasse de plus en plus de disques, au point que j'ai commencé à me dire que bah ouais, ça devenait un peu ça mon métier, quoi. Donc voilà, j'ai un petit peu commencé à mettre le nez dedans à être musicien et puis à m'intéresser au côté plus technique de tout ça, quoi. Tu penses qu'il faut avoir son propre groupe, que ça aide d'avoir son propre groupe, de produire son propre groupe pour devenir ingé son? Alors, produire son propre groupe, pas forcément. Par contre, je pense clairement que le fait d'être musicien, ça aide beaucoup. Ouais. Parce qu'évidemment, ça amène une compréhension de la musique qui est un peu différente. Et même si c'est un métier qui se veut, qui est vu comme technique, je pense que ça a quand même toujours une grosse part d'artistique. Et finalement, le faire bien, ça correspond souvent à bien comprendre ce que les groupes veulent, ce dont ils ont besoin, que ce soit en live ou en studio. Finalement, ça a une vraie importance finalement de comprendre un peu la musique pour comprendre exactement là où ils vont. Et puis, je pense que moi, ça m'a aidé beaucoup dans ce sens-là. Et puis surtout, le fait d'être musicien, ça a aidé aussi à se développer les oreilles. Et vu que voilà, c'est un métier qui se veut basé sur l'oreille avant tout, pour moi, ça a vraiment du sens. Et je pense qu'il y a plein de gens qui vont dans des écoles, par exemple, pour apprendre le son. Et c'est vraiment bien d'avoir tout ce bagage théorique. Moi, je l'ai appris dans l'autre sens, en fait. Et je l'ai appris plutôt par le côté artistique. Et puis, j'ai appris la théorie au fur et à mesure, quoi. Mais c'est sûr que ouais, je pense que ça a commencé plus avec les oreilles qu'avec des connaissances. Tu as quand même fait une école, J'ai fait, alors le MAI, c'est j'ai ça? fait une école, j'ai fait le MAI, mais je l'ai fait en guitare. Mhm. J'ai jamais fait d'école ou de formation qui était Spécialisé. spécialisée dans le son, en tout cas. Ça, j'ai vraiment tout appris sur le tas. Mais par contre, ouais, l'école, je l'ai faite en guitare, donc ça m'a appris plus le bagage théorique de la musique, justement, qui m'aide plus quand je suis en studio ça peut être des trucs débiles, mais comme juste suggérer des harmonies de voix ou des choses comme ça. Enfin, ça aide beaucoup parce que ça m'a permis de comprendre plein de choses théoriques que je connaissais pas du tout avant. Et donc, du coup, ouais, ça aide beaucoup pour ça. Mais oui, non, sinon, en tout cas, niveau son, j'ai pas fait d'école. Ça a mis du temps, mais Au MAI, tu as appris le solfège. Est-ce que ça t'aide en tant qu'ingé son studio surtout? alors le solfège en lui-même, pas plus que ça, mais plus l'harmonie. C'est vrai on avait des cours d'harmonie aussi. Ouais. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup plus aidé. Dans le sens où, le solfège, c'est bien de le connaître, évidemment. Je dirais jamais que c'est pas bien. Mais c'est sûr que c'est quand même un truc que j'ai jamais vraiment maîtrisé. Je suis pas très bon lecteur. Donc, dans tous les cas, c'est pas vraiment ça qui m'a aidé le plus. Par contre, l'harmonie, ouais, comprendre un petit peu comment un accord se construit, comment une gamme est construite, et puis du coup, qu'est-ce qu'on peut faire autour de tout ça, ça m'a beaucoup aidé justement pour ce qui est de l'arrangement en studio, pour quand un groupe arrive avec juste leurs morceaux un peu simples et basiques, de guitare, basse, batterie, de pouvoir un peu développer un petit peu tout ça et puis de les emmener un petit peu plus loin que ce qu'ils ont déjà été de leur côté. C'est vrai que ça aide beaucoup en fait. Est-ce qu'il y a du matériel que tu utilises live, que tu utilises aussi en studio et inversement? Alors oui, principalement les micros. Évidemment tout ce qui est table de mixage et puis le studio c'est évidemment un environnement de toute façon qui est différent. Donc les tables de mixage, les préamps, etc. c'est toujours des choses qui sont différentes en studio et en live. Mhm. Par contre, ouais, tous mes micros, c'est des choses. Il y a des choix que je fais un peu différemment suivant qu'on est en studio ou en live. Mais j'ai tout un kit de micros que j'utilise beaucoup en live et il y a une partie de ce kit là qui me suit souvent en studio. Ça me garantit des choses dont je suis à peu près une constance et puis Ouais. des choses dont je suis sûr. Je sais à peu près ce que je suis censé attendre de ces micros là. Donc, donc c'est vrai que j'utilise beaucoup des mêmes micros. Et puis souvent en studio je les complète par d'autres choses suivant évidemment ce que le groupe
le style de musique du groupe, etc. Enfin, ça va amener à aller choisir plutôt tel ou tel type de micro, si c'est un truc super moderne ou vachement vintage. Donc vraiment, ouais, suivant les demandes, au final, je complète mon kit de live par d'autres choses en studio. Mon kit de live, il est quand même assez souvent le même si je tourne avec des groupes relativement différents. Encore une fois, le fait de bien connaître mes micros, ça m'amène quand même à savoir à peu près vers quoi je peux les tirer. Et c'est assez rare que je me dise, bon là, je peux absolument pas faire ça avec les micros que j'ai, donc il faut vraiment que je change ou que je trouve autre chose, quoi. En live, c'est toi qui fournis les micros au groupe que tu suis alors? Ils n'ont pas leur propre set de Dans mon cas, oui. Ouais. Alors, ça dépend. Par exemple, il y a des groupes. Moi, j'ai un kit de micro qui est relativement basique, admettons. Mais c'est arrivé, par exemple, avec les Proust, avec qui je tourne là, ces dernières années, que le batteur qui débarque pour une nouvelle tournée avec 3 caisses claires, 5 tomes, et ben, mon kit à moi, il ne couvre pas tout ça. Donc, du coup, dans ces cas-là, je leur dis, bon, les gars, super, mais va falloir investir un petit peu parce que c'est pas à moi d'acheter des micros non plus pour couvrir tous vos besoins techniques à vous. Donc je leur ai fait mettre un petit peu la main au porte-monnaie là-dessus et puis acheter des DI, des micros, quelques trucs en plus. Évidemment, vu que le groupe ils jouent tous en in-ear, ça a plus de sens pour eux d'avoir encore une fois une constance et d'avoir toujours les mêmes micros parce que au moins ça leur garantit d'avoir cette constance-là dans les oreilles, même si moi je me démerde tous les jours avec une salle différente, une sono différente, une acoustique différente. Au moins pour eux, ne serait-ce que pour eux, ça leur garantit quand même cette constance-là. Quel est le petit kit, on va dire, batterie, guitare, chant que tu emmènerais partout, peu importe le groupe? Alors, batterie, j'ai un kit Audix, donc c'est des 6 pour la grosse caisse, Classique, ouais. i5 sur le dessus de caisse claire, D2 et D4 pour les tomes. Au final, je me sers beaucoup de ça. J'ai un 91 en plus pour le kick-in. Ouais. Et puis après, pour les voix, je vais pas trop dans le compliqué. En général, on travaille toujours avec des 58, un petit peu partout. Et puis pareil, suivant les besoins, là par exemple, encore une fois, si je dois citer les Proust, ce serait. Ils sont beaucoup à chanter dans le groupe. Donc on utilise par exemple des Optogates, c'est ces espèces de gates optiques qu'on met au cul de tous les micros de voix et qui vont couper le son dès qu'ils ne sont pas devant le micro en fait. Ah, ouais. Donc ça c'est par exemple le kit de base que j'ai avec plein de groupes parce que en gros c'est ce qui me simplifie la vie d'avoir ces trucs là. Et puis encore une fois, toutes ces références là de micro, c'est à peu près ce que j'utilise tout le temps. Sur des Rien de guitares. compliqué, quoi. Non, rien de très compliqué en général. Au final, j'ai toujours été très axé sur le fait de respecter au maximum le son du groupe. Donc au final, s'ils viennent avec tel ou tel type d'ampli, je sais que je peux mettre un 57 devant leurs amplis guitare et puis je vais ramasser ce qu'ils m'envoient surtout, quoi. Donc au final, je vais pas trop chercher super compliqué. Il y a des choses qui marchent bien des fois sur un ampli qui marchent pas sur un autre, donc ça peut arriver de devoir chercher ailleurs s'il y a quelque chose qui va vraiment pas, mais voilà, on va dire que si je suis prêt à l'improviste, le kit de base, ça va être mon kit Audix pour la batterie, des 57 pour les guitares, des 58 pour les voix, et puis on sait au moins que ça va marcher. Et après, suivant les spécificités du groupe, on peut changer quelques éléments par-ci par-là. En live, vous utilisez plutôt des consoles totalement numériques? Alors ouais, de plus en plus, voire quasi exclusif maintenant dans tous les cas. C'est vrai que quand j'ai commencé à faire du son, c'était énormément de consoles analogiques encore. Et avec de temps en temps du numérique, donc on faisait ça de temps en temps et puis ça marchait très bien. Le numérique, c'est arrivé petit à petit au fur et à mesure. Et puis ben voilà, j'étais pas super fan de ça au début, puis finalement à force de mettre le nez dedans, on se rend compte que c'est pas plus compliqué qu'autre chose. Et puis C'est juste des menus cachés des fois? c'est un peu ça, ouais. La différence, c'est qu'avec l'analogique, il y avait ce côté un peu, quand tu as vu une console, tu les as toutes vues. Alors qu'avec le numérique, il faut un petit peu changer la manière dont ton cerveau fonctionne en fonction de telle marque ou telle marque qui ont des architectures différentes. Mais sinon, en général, ça se passe plutôt bien maintenant. Puis ouais, la quasi-intégralité des salles ou des festivals, ils ont du numérique et ils gardent de l'analogique pour les quelques groupes de vieux de la vieille qui veulent absolument pas mixer sur du numérique. Ceux qui n'ont pas de téléphone portable? Voilà, c'est ça. Mais ça reste quand même assez rare. Et donc du coup maintenant c'est numérique partout. Et puis même sur les groupes où quand on part en tournée, on peut emmener une console avec nous. C'est pareil, en général on prend du numérique parce qu'on a aussi des histoires de budget, puis de place dans un trailer de tourbus. On ne peut pas se trimballer avec une énorme console, plus des racks d'effets sur le côté qui pèsent la mort. Et puis, donc c'est beaucoup plus simple d'avoir une petite console où il y a tout dedans. Et puis voilà, c'est peut-être un peu moins plaisant des fois de ne pas se dire qu'on a un gros truc sous les pattes, mais
Et c'est tellement plus pratique qu'au final, ça vaut le coup quand même. Tout en numérique dans la console, ou vous avez encore un système du genre Wave Sound Grid en plus pour les plugins, ou tu utilises que ce qu'il y a à bord de la Alors, console? moi pour l'instant, j'ai pas encore trop exploré ce côté-là de Wave Sound Grid ou de. Ça m'est arrivé une fois, pour le coup, d'avoir un truc qui était mortel, c'est sur les consoles Soundcraft. Ils ont l'intégration des plugins UAD Ah oui. qui est vraiment mortel. Et ça, pour le coup, c'était un plaisir parce que là, je retrouvais un peu les sensations du studio. Ce que je fais déjà quand je suis en studio, que j'utilise beaucoup ces plugins-là. Je pouvais les envoyer sur mes pistes en live. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Par contre, ça coûte très très cher. Donc Oui, pour leur l'instant, interface audio. ouais, c'est ça. Et donc du coup, ça représenterait pour l'instant un budget supplémentaire que les groupes avec lesquels je tourne sont pas forcément prêts à mettre pour le moment. Mais j'y travaille. À un moment, ça va arriver et puis je serais bien content de pouvoir en utiliser le maximum. Ouais. Ben, avec une carte Apollo, on pourrait faire quasiment pareil et elle coûte Ouais. beaucoup moins cher. Ouais, bah ça je l'ai fait un petit peu, mais du coup avec une échelle plus restreinte. Où, par exemple, quand j'ai commencé à tourner avec Clone, il venait de sortir un album qui était un peu un virage et puis qui se basait beaucoup plus sur des grosses ambiances avec des belles reverbs et des choses comme ça. Et du coup, ça, je savais que je voulais avoir une espèce de constance là-dedans. Donc même si j'allais tourner avec eux sans tourner avec la même console, je voulais au moins avoir mes effets avec moi. Donc du coup, j'ai commencé à travailler mes effets avec des UAD, avec un peu de Waves et puis d'autres choses que je passais dans Pro Tools, en fait, dans mon Pro Tools. Et puis du coup, j'utilisais juste des sorties des consoles qu'on avait, quelles qu'elles soient. Je me travaillais avec un multi, ma carte son, etc. Et puis ça me permettait au moins d'avoir cette constance-là dans mes reverbs et dans tous ces trucs-là. C'était déjà un premier pas vers tout ce qu'on se fait maintenant, qui sont des tournées où on a la même console tous les jours, carrément, où là c'est encore plus pratique. Et puis la plupart des consoles ont des effets de bonne qualité maintenant de toute façon. Mais si ça suffit pas, je sais que je peux toujours au moins avoir j'ai une Apollo, justement une petite Apollo, où je peux encore router des choses vers ça. Mais dans l'absolu maintenant, la plupart des consoles avec lesquelles on tourne, elles ont vraiment tout ce qu'il faut, donc je m'en inquiète pas trop. Tu parles justement du groupe Clone. Tu as travaillé avec eux sur un album Unplugged. Ouais. C'est assez compliqué pour un groupe qui joue avec des guitares électriques de faire un Unplugged avec les mêmes morceaux. Comment vous avez fait pour avoir ce ressenti un peu rock et énervé, ou plutôt énergique, on va dire, que énervé, en Unplugged? Alors, justement, en fait, le truc c'est qu'ils ont réarrangé déjà beaucoup les morceaux. Ça dépend des titres. En fait, j'ai tendance à considérer qu'un bon titre, c'est un bon titre, quelle que soit la version dans laquelle on va la jouer. Souvent, c'est un petit peu ça quand on reconnaît un bon morceau. C'est que ce soit un piano-voix, un guitare-voix, ou alors un truc avec tout le groupe, ou alors un truc électronique. Un bon morceau avec un bon chorus, un truc, ça va bien sonner, puis ça va fonctionner. Donc c'est sûr qu'on partait déjà d'un truc qui était déjà à la base plutôt bien, parce qu'ils avaient déjà que des morceaux qui étaient bien. Ils avaient déjà sélectionné les titres où ça chante clair, par exemple, parce que les morceaux où il n'y a que du cri, en acoustique ça devient déjà plus compliqué. Mais bon, ils avaient déjà bien sélectionné leur truc. Et puis finalement, ils ont arrangé pas mal, parce que cet album, c'était pas du tout avec batterie. C'était pas la même formation, juste avec des guitares acoustiques. C'était juste les deux guitaristes et le chanteur. Et ils ont embauché en plus une petite nana qui faisait de l'accordéon et puis un peu de percussion. Même par la suite, d'ailleurs, ils ont tourné encore un peu plus longtemps sur cette formule-là, donc ils avaient même un percussionniste en plus. Mais du coup, c'était vraiment déjà des morceaux qui étaient réarrangés. Donc l'énergie, dans tous les cas, c'était à eux de la donner. C'est surtout, en fait, dans ce genre de cas-là, je pense que c'est même encore plus important la manière dont c'est joué, parce que dans l'acoustique, il n'y a plus tous ces trucs qui sont un peu cachés derrière des effets, des distos de guitare, etc., qui font des espèces de paliers de dynamique. Là, c'est eux qui les font, les paliers dynamiques, en jouant plus ou moins fort sur leur instrument, etc. Donc du coup, c'était vraiment cool, et puis ça marche bien parce que c'est tous des très 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 bons musiciens, et que du coup, ils peuvent débarquer avec un peu n'importe quel type de formule, et puis ça a ultra bien marché parce que ça chante bien, ça joue bien, et qu'ils sont capables d'y mettre de la nuance. Et je pense du coup ces versions-là, elles ont amené majoritairement ça. Pas forcément plus d'énergie ou autant d'énergie, mais plus de nuance. Et les moments calmes, ils sont vraiment plus calmes. Les moments où ça rentre dedans, ça rentre dedans. On le sent par le fait qu'ils jouent plus fort, etc. Donc ça a amené, je pense, plus de dynamique dans des titres qu'ils avaient déjà produits en électrique. C'était super intéressant, et surtout on a enregistré live en plus. Donc du coup, on avait un beau lieu, on était dans une espèce de théâtre dans lequel ils ont filmé quelques titres qui sont sur YouTube. Et puis c'est ce qui a fait la pochette de l'album à la fin. C'est une belle photo de ce théâtre-là. Mais ils étaient tous les quatre alignés, ils jouent ensemble, on a enregistré 2 ou 3 versions de chaque titre. À la fin, moi je leur disais, vous choisissez celle que vous voulez, j'avais eu des frissons sur toutes.
Donc c'est vraiment, ils sont vraiment assez bons pour que finalement ça fonctionne quoi qu'il arrive. Et c'était à eux après d'être sur les détails et de se dire bon, celle-là elle est peut-être un peu mieux pour ci, celle-là elle est un peu mieux pour ça, de prendre des choix et d'assumer aussi les trucs qui sont pas parfaits mais qui font que c'est live quoi. Donc c'était un plaisir et puis voilà, on s'est fait ça pendant 3-4 jours dans ce beau théâtre avec mon collègue Pierrick Noël qui fait tous mes mastering maintenant aussi, avec qui on a monté 1543 Brothers là, qui est super. Et puis du coup lui qui avait un peu de matos, un peu de préamp, puis il est venu avec ses préamps, moi je suis venu avec ma carte son, puis on a mis un peu tout ça en commun, des micros, etc. Et puis on a mis des beaux micros sur des bons musiciens et puis ça fait un bel album. Avec Clone, tu les as sonorisés pour le Hellfest. Oui. Et tu as même été élu meilleur son au Hellfest. Ils avaient fait des catégories différentes et tu as eu la récompense du meilleur son. C'est quoi le secret pour avoir vraiment un son propre, clean, sur un festival où ça doit être bruyant et compliqué et on a très peu de temps pour sonoriser? Alors c'est pas facile, je suis pas sûr qu'il y ait un secret vraiment. Le secret avant tout, dans tous les cas, encore une fois, c'est d'avoir un bon groupe. Ça change à peu près tout, dans tous les cas. Ça va une bonne source, ouais. Un groupe qui joue bien, ça fait 90% du boulot. Puis nous, on est juste les 10% qui ont l'impression d'en faire plus. Mais en vrai, c'est vraiment eux qui font le son avant moi. Là, le secret, c'est aussi un peu de chance. Le gros plein air comme ça, les main stage de gros festivals, c'est toujours sujet à la météo. Donc le vent qui fait partir tous les aigus et tout genre de trucs. Évidemment, ça... De ce côté-là, par exemple, j'ai eu de la chance. C'est que j'ai pas toujours eu ça. Sur des gros festivals, des fois, j'ai eu du vent, et puis qui ont rendu mon expérience assez désagréable. Mais là, sur l'année où j'ai fait ça avec eux, c'était vraiment super. Ça s'est bien passé, il n'y avait pas de vent. J'ai eu la chance d'avoir un ami qui était déjà sur place, qui avait pu écouter le système. C'est Johan qui fait le son pour Gojira, Johan Meyer. Incroyable, mec incroyable. Qui a pu me dire un petit peu, lui qui avait écouté le système le matin, me dire ah bah tiens, moi j'ai fait telle et telle correction sur le système, ça m'a déjà donné aussi des indications. Donc je dirais que le secret c'est déjà un peu de chance. Anticiper aussi. Voilà, et puis du coup de pouvoir un peu anticiper. Et puis vu que j'en avais déjà eu l'expérience un petit peu plus délicate 2 ans auparavant, finalement, ne serait-ce que le fait de savoir à peu près à quoi s'attendre, c'est vrai que c'était déjà un grand pas en avant de me dire bon, je sais que ça va être compliqué, je sais qu'il y a le vent qui risque de, etc. Donc j'étais déjà un petit peu moins stressé par l'idée qu'il y avait aussi des éléments qui ne dépendent pas de moi et que je suis obligé d'accepter et de dealer avec. Donc j'ai fait de mon mieux, puis j'ai eu un peu de bol justement avec la météo, etc. Mais oui, du coup au final c'était un super concert et ça a marqué les gens, c'est cool. Et sur le même festival, ça aide de faire plusieurs groupes ou d'un groupe ou selon la scène sur laquelle ils jouent, et comme tu disais le vent ou les intempéries, font trop changer le son pour que tu puisses te dire bon bah, ça s'est bien passé avec tel groupe, ça va se passer bien dans le reste du festival? Bah justement alors, il y a des éléments qu'on ne peut pas maîtriser, donc je pourrais faire 2 groupes d'affilée sur la même scène, et puis le premier va se passer bien et puis le deuxième va être complètement catastrophique si justement d'un coup le vent se lève et que le groupe joue pas aussi bien, qu'ils sont pas en forme, qu'ils ont des problèmes sur scène. Enfin, il y a tellement une quantité d'éléments qui sont extérieurs à ce que moi je peux faire et à mes compétences à moi que il faut aussi se préparer juste à accepter que il n'y a pas tout qui dépend de moi et que du coup je peux que faire de mon mieux. Donc oui, ça aide forcément parce qu'il y a des choses dont on peut qu'on peut déjà avoir réglé avec un premier groupe et puis qu'on n'aura plus besoin du coup de réfléchir trop sur le suivant. Mais ouais, dans tous les cas, même en ayant exactement les mêmes conditions, même le même groupe qui jouerait 2 sets d'affilée, au final, ça pourrait être complètement différent. Donc ouais, ça aide sans aider. On va dire ça aide à certains points, mais il reste quand même une tonne de trucs sur lesquels j'ai pas la main et puis que je peux juste croiser les doigts et espérer que ça se passe bien. Il y a des choses que tu as appris en faisant beaucoup de live que tu peux réutiliser en studio. Tu t'es dit bah tiens, ça c'est intéressant, j'aurais peut-être jamais testé ça dans un studio. Mais un placement de micro ou l'utilisation d'un micro justement assez bizarre? Ouais, c'est arrivé, mais enfin, je vois pas du tout le live et le studio comme 2 boulots complètement différents. Je sais que c'est le cas pour certaines personnes. Moi, j'y vois au contraire beaucoup de similitudes. Après, c'est vrai que ça m'arrive. Il y a beaucoup de choses que j'applique dans un sens et dans l'autre. Sans vraiment distinction, je pourrais pas me dire que c'est le live qui m'a appris plus sur le studio ou l'inverse. Je pense que dans les 2 cas, j'en ai appris à chaque fois l'un sur l'autre. Ça peut être vraiment une tonne de trucs différents. Par contre, ça m'est arrivé de faire des erreurs en studio
qui m'ont servi pour d'autres moments où c'était plus des erreurs. Et ça, c'est le côté agréable d'avoir appris un peu tout seul aussi. C'est que je me dis qu'il y a plein de choses que j'ai fait, des placements de micro complètement foireux, que j'ai fait parce que j'en savais rien ou que j'ai découvert un peu par hasard. Et que finalement, j'aurais jamais découvert si on m'avait dit attention, si tu veux faire ça, il faut mettre les micros comme ça, il ne faut pas faire ça. Et que finalement, bah ouais, peut-être qu'au moment où je voulais faire exactement ça, j'aurais dû les mettre autrement. Mais ça m'a permis d'entendre comment ça sonnait, de me dire ah oh, c'est pas du tout ça. Mais sur une prochaine prod, d'un coup, je vais me dire ah tiens, je voudrais bien un résultat comme ça. Et de me dire ah, c'est exactement ce que j'avais la fois où j'avais planté. Bah, du coup, c'est le moment où je vais pouvoir m'en servir. Et puis c'est ce qui finit sur un disque et qui donne une couleur. Donc c'est cool. C'est vraiment très cool. Avec ton métier d'ingénieur son live, tu voyages beaucoup. Est-ce qu'il y a un pays en particulier qui t'a marqué au niveau de tes tournées? Alors quelques-uns, ouais. Alors si on parle juste de mentalité globale, je dirais que le Canada c'était un gros coup de cœur. Ouais. Parce que les gens sont adorables et que voilà, la manière dont ça vit, etc. Enfin, c'est un truc qui m'a beaucoup plu et puis qui m'a assez convaincu. Donc j'étais très content d'y retourner plusieurs fois en tournée, d'aller enregistrer des disques avec des groupes canadiens, etc. Enfin, c'est toujours un plaisir. Après, si je parle vraiment des concerts, je te dirais que l'Amérique du Sud, par exemple, c'est vraiment assez incroyable. Pour le public qui est le plus taré de la Terre entière, je pense. Enfin, en tout cas, de tout ce que j'ai fait moi pour l'instant. L'Amérique du Sud, c'est fou. Le public, au Chili, en Argentine, particulièrement, c'est vraiment dingue. Ça se rapproche assez de ce qu'on peut vivre en Espagne, mais c'est vraiment décuplé encore. C'est le même genre de public, mais encore plus chaud. Et c'est des mecs qui te font te sentir comme si tu étais dans une salle de 60 000 personnes, alors qu'ils sont des fois 300 ou 500. Ou, tu vois, c'est vraiment dingue. Donc c'est le public le plus incroyable, je te dirais que c'est là-bas. Et du coup, ça te fournit une bonne dose de frisson, de sentir que tu es porté par le public comme ça, de sentir moi que je suis même dépassé par le public, parce que des fois je suis là, bon, bah, ils chantent plus fort que ce que moi je mixe. Puis là j'ai plus de réserve, je suis dans le rouge partout, puis j'entends pas vraiment mon mix, mais c'est pas grave, c'est cool et c'est l'ambiance qui compte. Au niveau des décibels justement, est-ce que je sais qu'en France on a des restrictions, est-ce qu'ils sont appliqués dans le reste du monde ou vous faites selon les pays? Complètement selon les pays. D'accord. C'est vraiment c'est super variable. Il y a la Suisse qui fait ça. Enfin, la Suisse, je pense qu'ils faisaient ça même. Ça devait être dans les premiers parce que je pense que quand j'ai commencé à tourner, on avait tous toujours un peu la flip d'aller bosser en Suisse, de faire des dates en Suisse, parce qu'on savait qu'on allait devoir se restreindre à des trucs qui allaient être sûrement très compliqués. Maintenant, au final, de plus en plus de pays l'ont passé et c'est plus ou moins tenable suivant la manière dont c'est fait. Il y a des pays qui appliquent encore des limites en pic, où là c'est très compliqué parce que vu qu'on joue moi je tourne avec des groupes qui ont des musiques qui sont très dynamiques, donc il y a des moments très calmes et il y a des moments où d'un coup ça tape fort. Et les moments où ça tape fort, si ça dépasse ne serait-ce que pendant une seconde, les mecs ils vont dire attention, t'es trop fort. Donc là c'est vraiment compliqué. Par contre dès que c'est des limites en moyenne, voilà, du coup là ça devient vraiment plus simple à respecter, parce que quand tu as par exemple même 100 dB à respecter sur 15 minutes, justement quand tu as des groupes comme ceux avec lesquels je tourne, qui ont beaucoup de passages très calmes, ça te donne une espèce de buffer pour pouvoir passer aussi au-delà de la limite pendant un certain temps. Et donc du coup finalement tu arrives à équilibrer un petit peu tout le truc. Et je trouve ça assez intéressant en fait, c'est vraiment cool, parce que moi qui aime beaucoup mixer dynamique et justement finalement accompagner la musique du groupe en me disant tiens, à ce moment-là qui est calme, je vais limite baisser un peu mon master, le jouer très calme. Le moment qui pêche, par contre derrière je vais repousser mon master pour que ça pousse vraiment. Ça te pousse à le faire encore plus finalement, ce genre de limite là. Ça te force à mixer dynamique, et moi de plus c'est un truc que je peux que apprécier, parce que je trouve que la musique c'est très intéressant pour ça, quoi. Pour le côté ça fait des vagues et c'est pas toujours tout à fond, quoi, parce que si c'est toujours tout à fond, c'est jamais vraiment très puissant, quoi. Tu perds la sensation du côté boum, wow, qu'est-ce qui se passe. T'as toujours ce truc où tu dis bon c'était fort tout le long, puis on se fait chier un peu, quoi. Donc j'aime assez bien ça en fait. Mais il y a des pays où ça reste encore compliqué, et surtout des salles où c'est compliqué. Quand tu as la même loi qui est appliquée dans une salle qui est bien traitée ou une salle qui est mal traitée, finalement ça peut être très simple dans une et complètement casse-tête dans l'autre. À cause de la résonance ? À cause de la résonance, à cause du fait que finalement l'absence de traitement acoustique dans une salle peut faire que ton son de scène il va d'un coup être décuplé, et que du coup tu vas te retrouver avec à taper déjà la limite avant même d'avoir ouvert ta sono, et puis tu sais pas vraiment comment régler ça. Donc c'est aussi là que c'est bien de tourner avec des groupes régulièrement, parce qu'ils te font confiance un petit peu, puis tu peux leur dire bon les gars, aujourd'hui ça va être compliqué, donc s'il vous plaît jouez la cool avec mes batteurs. Ce qui est cool, c'est que j'ai des batteurs qui cassent beaucoup de cymbales,
Du coup, ils trimballent toujours les cymbales cassées parce que je leur dis attention, aujourd'hui on va prendre la cymbale cassée, elle a un peu moins de son. Du coup, ça permet de garder un peu plus de place pour le reste du groupe. Parce que dans certaines salles, si tu as une cymbale qui est toute neuve, gigantesque et qui prend tout le spectre, Plus de volume, ah oui. bah il y a des cymbales qui ont beaucoup plus de volume tant qu'elles sont pas cassées en tout cas. Et que du coup, si le mec il joue même pas forcément super fort, ça va prendre une ampleur. Si la cymbale elle fonctionne dans une gamme de fréquences qui est amplifiée par le manque de traitement acoustique de la salle, il n'y a plus grand chose que tu peux faire et d'un coup c'est un concert de cymbales quoi. Puis tu as un petit peu du groupe derrière. Donc du coup, en général en expliquant bien, en leur disant bon les gars, aujourd'hui c'est compliqué, puis là à la balance, on n'a rien entendu d'autre que ta cymbale, le mec il va dire bon ok je prends la cassée et puis bon, on met des simpads, on fait un peu plein de choses maintenant heureusement. Il y a un petit peu plein de choses qui se sont développées maintenant pour aider ça quoi. Donc c'est cool, il y a des simpads, il y a des manières de calmer un petit peu le son de certains éléments acoustiques qui permettent de gagner 1 ou 2 dB des fois, puis ça fait la différence pour avoir un truc qui est un peu mieux maîtrisé, un mix qui marche bien. Mais ouais, c'est pas toujours facile. Toujours sur le sujet du live et puis des décibels, est-ce que tu es partisan d'utiliser plutôt des simulateurs comme l'Axefix ou le Kemper, ou tu préfères le bon vieux ampli avec un micro posé devant? Et ben du coup là je te dirais que ça dépend vachement de l'esthétique musicale des groupes. Il y a des groupes, clairement, si on parle de la scène de stoner, noise rock et tous ces groupes-là, c'est des groupes qui construisent même leur image carrément sur le fait que c'est des mecs qui jouent fort avec des tonnes d'ampli et puis avec des murs d'ampli. Donc à ceux-là, ce serait compliqué de leur demander de jouer dans un Axe-FX quoi. Donc je comprends clairement que pour ces groupes-là c'est compliqué. Et du coup, c'est des groupes où soit il va falloir réussir à trouver une espèce de compromis quand tu vas tourner avec eux pour les faire baisser dans les pays où c'est plus compliqué justement avec les limites sonores. Par contre pour les groupes, d'autres groupes qui ont moins basé leur esthétique musicale sur le matériel qu'ils utilisent, j'aurais envie de dire que justement toutes ces nouvelles lois qui sont en train de passer de plus en plus de toute façon sur les limites sonores, elles me font dire que oui c'est mieux de jouer avec un Axe-FX ou un Kemper. Parce que, évidemment avec des in-ear aussi même pour les musiciens sur scène, parce qu'au final s'ils ont un Axe-FX mais qu'ils ont un retour de scène qui est tout à fond, c'est quasiment la même chose que d'avoir un ampli qui est à fond aussi. Donc c'est sûr que je suis vraiment plus partisan de Kemper, Axe-FX ou quoi que ce soit, si on arrive à bien travailler les sons pour que ça corresponde à ce que le groupe il attend évidemment. Et pour moi la limite elle est juste à se dire bon bah si on n'arrive pas à avoir vraiment ce qu'on veut en termes de sonorité avec un Axe-FX ou un Kemper, bah, pourquoi pas on va reprendre un ampli quoi. Mais jusque là en tout cas j'ai pas encore trouvé de groupe avec lesquels on n'a pas réussi à faire ça. Et même des groupes qui se veulent un peu vintage avec des sons d'ampli type AC30 ou Fender Deluxe, etc. Tous ces types d'amplis là ils ont été maintenant très bien modélisés par des mecs qui font des packs pour Kemper, etc. Donc ça reste largement gérable je pense. Et j'ai réussi à persuader des musiciens qui étaient même réticents à l'idée d'utiliser ça, qui se sont rendus compte que finalement bah, ouais, c'était très bien et puis que ça marche aussi bien. Donc pourquoi pas simplifier la vie quoi. Si on n'entend pas la différence, c'est que exactement. Exactement. Après je comprends qu'il y ait quelques personnes qui sont réticentes à ça. Il y a toujours ce côté, comme des gens qui sont réticents au in-ear, encore une fois, c'est un truc où évidemment ça isole plus, etc. Mais ça donne aussi plus de précision. Donc il y a des gens qui disent moi je pourrais jamais jouer avec ça parce que j'ai besoin de sentir l'énergie sur scène, des amplis, de la batterie, etc. Et je comprends complètement ça. Puis il y a des gens qui se disent moi j'ai envie de chanter bien et puis de jouer précisément parce que à chaque fois j'ai l'impression de me sentir bien sur scène, mais quand je réécoute les enregistrements je me rends compte qu'on joue complètement à la ramasse. Bah, du coup dans ces cas-là c'est bien d'avoir des in-ear parce que ça te rend plus précis aussi dans ton écoute des autres. Donc c'est encore une fois je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais là-dedans, c'est vraiment au choix de chacun. Mais en essayant de garder l'esprit ouvert et pas se dire juste non, il faut qu'il y ait un ampli sinon c'est de la merde. Des fois c'est mieux avec d'autres manières de faire et puis tant qu'on reste ouvert à ça c'est cool. Tu as des groupes où certains utilisent le in-ear et d'autres des retours, ça fout pas trop le bordel sur scène? Alors ça m'est arrivé mais c'est vraiment très très rare. Ouais, en général ils prennent tous la même direction? Ouais bah souvent, enfin allez, je pense qu'à une époque il y avait souvent, c'était quasiment que les chanteurs qui utilisaient des in-ear. Et tous les autres utilisaient des retours, ou alors chanteur et batteur, parce que souvent le batteur il a aussi le clic dans les oreilles, etc. Donc du coup ça faisait du sens de dire si tu as le clic dans les oreilles, on va pas te mettre un retour qui hurle parce que tu as déjà les oreilles bouchées par quelque chose. Donc souvent c'était chanteur-batteur et les autres en retour.
je fais encore des groupes comme ça. Kadinja, pour l'instant, ils en sont encore là. Et puis ça marche bien. C'est juste que ça devient compliqué quand c'est un groupe qui utilise justement des axes FX. Parce que finalement, si tu as des retours qui sont un peu foireux, qui sont un peu en train de rendre l'âme, ils peuvent se retrouver à dire tiens, il y a un des deux guitaristes qui a pas de son. Parce que lui, il n'a pas de son de scène, il n'a pas d'ampli derrière lui. Donc du coup, ça rend le truc un peu complexe. Donc encore une fois, les in-ear, ça donne une espèce de constance aussi de savoir que tu vas avoir ton son à chaque fois. Et puis, donc il y a de plus en plus de groupes qui sont en train de passer à ça. Et je pense que l'utilisation des campers, des XFX, des Helix et de tous ces trucs-là, elle a petit à petit amené de plus en plus de groupes à se prendre des systèmes de in-ear, à se trouver des manières d'être autonomes sur leur manière au moins de s'écouter eux. Et donc il y a de plus en plus de groupes qui se prennent une petite console en rack ou ces petites consoles que tu peux piloter avec un téléphone ou avec un iPad. Comme ça, eux au moins ils sont indépendants, ils savent qu'ils ont une bonne écoute. Puis ils filent un truc au mec qui mixe en face, qui se démerde et qui a plus besoin en plus de gérer les retours. Donc c'est aussi un peu un coup de main au mec qui mixe en face, quoi. Donc c'est un peu tout le monde est gagnant là-dessus. Le Covid a un petit peu changé la donne, a un petit peu bloqué toutes les tournées mondiales. Comment ça se passe pendant ce temps-là? Et ouais, du coup, c'est vrai que j'étais en pleine tournée avec Rendez-vous Point, c'est l'autre groupe du batteur de l'Éprouse. J'étais en tournée avec eux, on était à Lisbonne quand on nous a dit ce soir c'est la dernière date et puis demain tout le monde rentre à la maison. À cette époque-là, on s'imaginait que ça allait s'arrêter pendant un certain temps, mais sans trop savoir que ça allait être aussi long. Ça a clairement mis un gros stand-by sur tout le monde est un peu dans la merde. Enfin, tous les gens que je connais en tout cas qui bossent dans la technique, ils essaient un petit peu de se réinventer d'une manière ou d'une autre. Moi j'ai la chance du coup de pouvoir reconcentrer un peu plus sur le studio parce que j'en sais déjà avant et du coup de faire plus d'albums, de faire plus de mix, d'albums, de singles, d'EP, des enregistrements, etc. Mais c'est vrai que pour tous les gens qui font que de la technique, c'est très très complexe pour l'instant. Donc il y en a qui ont réussi à faire un petit peu plus, à rebasculer, créer des compagnies dans lesquelles ils vont enregistrer des groupes dans un lieu, faire des concerts en stream. Heureusement, il y a des manières de retrouver, mais c'est vrai que ça ne refile pas du boulot à tout le monde et à tous les gens qui bossaient sur des gros concerts, qui bossaient que en live, etc. C'est vrai que c'est compliqué pour eux. Donc voilà, on espère que là, pour l'instant, moi, tout est arrêté jusqu'à la fin d'année. Première tournée prévue, c'est janvier-février avec The Ocean, en espérant que ça va se faire, mais on ne sait même pas vraiment. Si elle est annulée, on sait que ça va être replanifié peut-être pour plus tard dans le courant de l'année 2021, mais voilà, on n'a aucune certitude sur rien, donc on espère que ça va rouler. Puis en attendant, je fais des albums et puis du studio à fond. Ouais, c'est bien, en même temps. C'est un truc que je voulais faire de toute façon depuis un bout de temps, calmer un petit peu les tournées parce que j'en faisais beaucoup. Et puis refaire un peu plus de studio, là du coup ça m'aura forcé à rebasculer complètement. Et puis voilà, puis on espère que ça va rouler et que ça va repartir un petit peu en tournée quand même l'année prochaine, ça manque un peu quoi. Et tu penses que la vie en tournée va être différente à cause du Covid? Dans les premiers temps au moins, j'imagine que ça va forcément imposer des masques, des places assises. Je ne sais même pas exactement encore comment ça va se passer. Le peu de concerts qui se sont passés jusque-là, c'était ça. Mais j'ai vraiment aucune idée de comment ils vont réussir à régler tout ça. Ce serait bien qu'ils arrivent déjà à passer le fait qu'on peut mettre autant de gens dans une salle de concert que dans un train, à condition de leur faire partir des masques, ce serait super. Mais ouais, pour l'instant, j'ai du mal à savoir vraiment comment ça va se passer pour la suite, quoi. J'imagine que ça va forcément changer des choses, ou au moins en tout cas la manière dont les gens sont prudents. Ce sera déjà bien. La semaine prochaine pour Promise Live, tu vas mixer un morceau de Kadinja. Ouais. C'est un morceau de 2018, c'est ça? C'est une bonne question. C'est 2017, 2018 par là, ouais. Ça va, je sais bien, oui. Tout arrive en même temps. Excellent. Vas-y, hélicoptère, avion. Et tout arrive en même temps. Du coup, oui, on va mixer ce titre-là qui est sorti sur leur avant-dernier album. Ils ont sorti un album depuis, ils ont sorti dans la même année qu'en fait l'album qu'on a sorti là, un album de reprise qui était un peu un hommage à tout ce qui les avait influencés dans les années 90. Mais oui, c'est sorti sur leur album qui s'appelle Super 90 justement, qui était un peu déjà une espèce d'hommage, même si c'est que de la compo, c'était déjà une espèce d'hommage à tout ce qui les avait influencés dans les années 90, donc tous les groupes, toute la vague de groupes, Korn, Deftones, tous ces groupes qui ont amené un peu le new metal et tous ces trucs-là. Donc voilà, c'est un super titre qui groove, qui envoie le bousin avec un beau refrain et puis... Et 78 pistes, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est du genre, ouais. Il y en a un peu, du boulot. Il faut une bonne machine pour la pousser. Il y en a un peu, ouais. J'espère que mon ordinateur va tenir le coup. Et est-ce qu'on peut parler de ton actualité ou c'est encore en secret ce que tu fais en studio actuellement? Écoute, oui et non, voilà, on peut en causer. Écoute, oui, donc j'ai lancé en plein pendant le confinement, j'ai lancé donc 1543 Brothers avec Pierrick Noël. Qui est donc mon compère et meilleur pote qui
qui fait du mastering comme un chef. Du coup, ça faisait un bout de temps de toute façon qu'on bossait ensemble et puis on s'est dit pourquoi pas officialiser ça par une espèce de petite truc comme une compagnie un petit peu qui aurait une officialisation. Donc on a fait ça et puis du coup on bosse sur pas mal de trucs, enfin, on a pas mal de choses qui sont en train d'arriver, on est en train de booker aussi petit à petit. Mais là on vient de finir un disque avec un groupe serbe qui s'appelle Face Off, qui est vraiment mortel. On fait un EP là, donc qui est fini mixé masterisé. On a sorti un titre live pour les Proust. Un autre pour The Ocean aussi. J'ai fait un drum playthrough avec le batteur de The Ocean, qui est vraiment mortel sur un de leurs nouveaux titres de l'album qui va apparaître là. Et puis là, je suis en train de mixer, je suis en train de pré-mixer un bout de live pour Clone. Voilà, on est en train de sélectionner un peu des morceaux. On ne sait pas encore trop ce qu'on va faire avec ça, mais il y a des chances qu'il y ait peut-être un truc live qui sorte quelque part. Donc on est en train de bosser là-dessus. Et puis voilà, puis il y a des choses qui se profilent, qui sont en train d'arriver aussi. Kajinja qui est en train d'enregistrer un nouvel album. Il se démerde un petit peu plus sur celui-là, mais je pense qu'on va pas tarder à se capter pour justement avancer un peu les choses ensemble. Et puis voilà quoi. Mais ouais, non, il y a pas mal de choses qui arrivent, des albums encore dans les tuyaux. Il y a des belles choses quoi, donc c'est cool, ça va. Et ben, on se retrouve dimanche 6 septembre pour mixer Kadinja en live. Avec plaisir. À bientôt. Ça va chier. À bientôt. Salut. Salut.